voudrais remercier donc Africa Marino d'avoir pensé à moi de l'invitation. J'aurais également remercié l'assistance, au sein de laquelle je n'aperçois que des amis, dont certains perdus de vue depuis une vingtaine d'années. Alors, je veux parler donc des processus électoraux en Afrique. Vous savez comme moi, on n'a jamais autant voté que ces dernières décennies en Afrique. On vote bien mal, mais on vote. Et surtout, on vote à date échue, ce qui n'est pas rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, par exemple, sur le plan 2015, il y a eu 12 élections présidentielles en Afrique. On pourrait même rajouter à ces 12 deux élections qui aboutissent de jurer de facto à une élection qui va à l'élection d'un chef d'État et l'élection de la désignation du Premier ministre du Lesotho, donc le 28 février 2015, mais également du Premier ministre d'Éthiopie en mai de la même année. Vous savez que l'Éthiopie a un président, c'est moins connu, il y a un président qui inaugure les chrysanthèmes, et donc il y a un Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif. Alors cette année 2016, on aura droit à 15, 16 si on compte l'élection présidentielle de la République centrafricaine qui est à cheval entre les 2 années, le second tour, qui aura lieu donc le 31 janvier prochain. Donc on a grosso modo, disons, 16 élections présidentielles cette année. Bon. Alors on assiste par ailleurs à une profusion de candidatures à la magistrature suprême sur le continent. 8 en Guinée, début octobre 2015, 10 ou 16, je prends témoignage de Mamadou Touré pour la Côte d'Ivoire, ça dépend comment on compte. Et donc c'était fin octobre, 14 au Burkina Faso, 30 en République centrafricaine, au Niger ce sera 15 le 21 février prochain, et peut-être dans mon pays, le Bénin, ce sera peut-être 48 le 28 février prochain. Voilà, tous les rapports sont battus. Alors, certains de ces scrutins sont annonciateurs d'un renouvellement du personnel politique et quelques chefs d'État en poste pourront, au cours des prochaines années, à choisir entre respecter les clauses constitutionnelles, limitant généralement à 2, mais il y a des pays où la limite est à 3. Donc, et plus, voilà, c'est ça. Il y a ceux qui sont là à vitam aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est limitant généralement à 2 le nombre de mandats pour procéder à des oukases constitutionnels pour s'installer durablement au pouvoir avec les risques que ça comporte. Alors, entendons-nous bien. Et il n'est pas interdit de réviser une constitution, c'est même conseillé. Mais on révise les constitutions pour faire avancer la société, pour réviser une constitution, pour réviser une constitution, ça ne peut pas être une bouée de sauvetage pour des dirigeants arrivés au terme de leur bien souvent long, très très long mandat constitutionnel. Donc la révision ne peut pas ramener un pays au Moyen-Âge, mais les propulser vers l'avenir. Une révision doit prendre en compte l'évolution des mentalités de la société, intervenir après une campagne et un débat contradictoire, surtout si elle est initiée par un référendaire. Elle doit prendre en compte l'intérêt général et non pas les intérêts particuliers. À ce titre, elle ne doit pas exclusivement cibler, comme bien souvent hélas le cas, les articles de la Constitution portant sur la limitation du nombre de mandats. Une révision constitutionnelle doit élargir le champ des libertés. Elle doit être une bouteille d'oxygène, c'est un bon d'air frais. La révision constitutionnelle ne doit pas être un univers concentrationnel. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est le 13e amendement à la loi suprême de la Constitution américaine a ainsi permis d'abolir l'esclavage et la servitude involontaire en 1865. On peut dire que cet amendement a fait faire un grand pas aux États-Unis et à l'ensemble de l'humanité. Au-delà des révisions ou tentatives de révision constitutionnelle tonitruantes, plusieurs autres sujets de controverse nous semblent devoir retenir l'attention au cours des prochaines années.
Il s'agit de ce que j'appelle le triplé, usure du pouvoir, mode de scrutin et durée des mandats, auquel on peut ajouter l'âge du capitaine. Alors ces 4 marqueurs permettent de mesurer le degré d'ouverture et de frilosité d'un système politique. Alors l'âge du capitaine, je passe par là pour aller venir très rapidement. L'âge du capitaine n'est pas un problème en soi en Afrique. Il se trouvera toujours des gens qui dire qu'un aîné mérite respect. Mais ces gens oublient toujours d'ajouter à condition que cet aîné soit sage. Alors il faut admettre, il est vrai que le tripatouillage et la volonté de perdurer à la tête de l'État ne sont pas seuls l'apanage, ne sont pas l'apanage des seuls anciens. L'un des chefs d'État les plus jeunes d'Afrique de l'Ouest est aussi le plus anciennement installé au pouvoir de la région. C'est Yaya Jammeh, le docteur Yaya Jammeh, professeur, docteur. Vous voyez, ce monsieur est au pouvoir, il a plus de 51 ans. Il aura 51 ans le 25 mai prochain et il aura passé 22 ans à la tête de son pays. Vous voyez, il est jeune, donc ce n'est pas la parole des anciens. Idem pour le Benjamin de l'Afrique de l'Ouest. Le Benjamin de l'Afrique de l'Ouest, le chef d'État, c'est le Togolais Fort Yacine, qui n'a même pas encore 50 ans, mais qui affiche déjà au compteur 11 ans. Alors en RDC, vous avez donc Benjamin, toute catégorie confondue, le continent, qui n'a que 45 ans. Et moi j'arrondis parce que je prends l'année civile. À partir du 1er janvier, je vous ajoute une année. Donc c'est clair. Donc il n'a que 45 ans, donc déjà 11 à la tête de son immense pays. On peut donc être jeune et vieux, mais vieux entendu dans le sens que vous comprenez. Voilà. Donc, comme on vient de le voir avec le Togo, la Gambie, le Togo et la Gambie sont les 2 seuls pays d'Afrique de l'Ouest ayant opté pour un scrutin uninominal à 1 tour. Et ce sont les 2 seuls pays de la région, donc de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace CEDEAO, où le nombre de mandats est illimité. La CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a bien décidé l'année dernière de les amener à rejoindre la norme régionale, mais ça a été jusque-là sans succès. Alors, cela dit, l'usure du pouvoir va souvent avec l'âge, il faut le reconnaître. C'est le cas du président du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Paul Biya a 83 ans, toujours l'année civile. Et donc bientôt 34 ans à la tête du Cameroun. Théodoro Obiang Nguema, Bassongo, a pour sa part 74 ans, il n'a que 74 ans, donc 37 à la tête de son pays. Ce dernier, pour illustrer mon propos, le président équato-guinéen a connu 6 présidents américains. Il a connu le président Jimmy Carter, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, et il connaîtra le prochain président des États-Unis. Alors, pour amener à un espace qui est commun, je prends l'exemple sénégalais, le président Obiang Nguema a connu le président Senghor, et il a connu le président Diouf, et il a connu le président Abdoulaye Wade, et il a connu, il connaît en ce moment, il fréquente le président Macky Sall. Il y a lieu de parier qu'il connaîtra le successeur de Macky Sall. Bon, tout ça pour vous en aller voir. Alors, il me semble qu'il y a ces marqueurs que je viens de relever. Il y a 2 autres marqueurs qui me semblent tout aussi importants à surveiller. C'est le mode de scrutin et la durée du mandat. Parce qu'on ne fait pas attention, tout le monde s'acharne et fait une fixation sur la volonté de réviser les constitutions au niveau des mandats, mais il y a deux autres marqueurs. Donc le mode de scrutin par exemple. Alors il y a plusieurs cas de figure. Si vous voyez l'Afrique de l'Ouest, quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est hors Mauritanie, c'est l'espace CEDEAO, les 15 membres de la CEDEAO. Vous avez, tous les États ont adopté un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, sauf la Gambie et le Togo. Je l'ai dit tout en haut. En Afrique centrale, au sens très élastique, vous avez, la plupart des États ont adopté un scrutin majoritaire à 1
sauf le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas illégal, mais c'est assez représentatif d'un état d'esprit, voire d'une peur de la confrontation électorale. À ce marqueur, il faudrait ajouter également la durée des mandats. En Afrique de l'Ouest, elle est de 5 ans partout, sauf au Nigeria et au Ghana, où c'est de 4 ans, et au Libéria, le mandat est de 6 ans. Et presque partout, le mandat est renouvelable, n'est renouvelable qu'une seule fois, en Afrique de l'Ouest, sauf au Togo et en Gambie, où le nombre de mandats est illimité. En Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale ont opté pour un septennat et il n'existe pas de limitation du nombre de mandats, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. La Guinée équatoriale l'a introduit dans son dispositif constitutionnel en 2011. Le Congo-Brazzaville vient de faire sauter le bureau constitutionnel limitant le nombre de mandats. La nouvelle constitution congolaise prévoit un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. Au vu de tout ce qui précède, on note que certains États consentent aujourd'hui en Afrique plus de facteurs de risque que d'autres. Alors, je prends 2 exemples pour illustrer mon propos. Guinée équatoriale. Je ne fais pas de fixation sur la Guinée équatoriale, mais c'est un exemple facile pour moi. Vous avez un septuagénaire à la tête de l'État, 74 ans. Vous avez l'usure du pouvoir. Parce qu'on peut être âgé, vous savez, le président Ouattara ou le président Alpha Condé, ils sont septuagénaires, mais ils sont jeunes à la tête de l'État. Ils viennent de boucler les 5 ans. Voyez. Donc, Guinée équatoriale, septuagénaire à la tête de l'État, l'usure du pouvoir, 37 ans de pouvoir, un scrutin uninominal à 1 tour, une durée de mandat 7 ans, et le président a attendu d'avoir passé 32 ans à la tête de l'État avant d'opter pour la limitation du nombre de mandats. S'il se représente en 2016, comme tout le laisse supposer, mais il quittera le pouvoir en 2023 à 81 ans. C'est jeune. C'est jeune. La médecine a fait beaucoup de progrès, c'est vrai. Le Cameroun est un président octogénaire, 83 ans. Un président frappé par l'usure du pouvoir, c'est le nom qu'on puisse dire, 34 ans à la tête de l'État, un scrutin uninominal à un jour, un mandat de 7 ans et pas de limitation de mandat. Autant dire qu'il a un boulevard. Alors, dit qu'à terme, la Guinée équatoriale, le Cameroun, tout comme quelques autres pays d'Afrique, vont devant de sérieux déconvenus et une palissade. Dans ces conditions, et pour éviter une réédition de situations porteuses de risque, il me paraît, pour ma part en tout cas, urgent de généraliser le principe de limitation du nombre de mandats. Pourquoi? Pour prévenir toute velléité des dirigeants à s'éterniser au pouvoir. Deuxièmement, pour habituer nos populations à un passage de témoins en douceur. Troisième argument, pour procéder à un rodage de nos institutions qui sont très très jeunes. Donc il faut procéder à un rodage sur la durée. Quatrième argument, pour changer de visage, même si cela n'entraîne pas ipso facto d'alternance à la tête de l'État. En effet, on confond tout. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, il y a eu des changements de visage. Les locataires de palais ont changé plusieurs fois, au point qu'aujourd'hui, je suis dans cette salle, plus personne ne sait qui est le président de la Tanzanie, qui est le président de tous ces pays, parce que ça change à un rythme régulier. Mais pour autant, il n'y a pas d'alternance à la tête de l'État dans ces pays-là. Il y a eu changement de visage, mais pas d'alternance à la tête de l'État. Les mêmes partis sont restés au pouvoir, aux affaires. Les visages ont changé, mais pas la couleur politique, ni d'ailleurs parfois le mode de gestion. Ça n'a pas changé à ce niveau. Et c'est le cas au Mozambique, en Tanzanie, en Namibie, au Botswana et ailleurs. Voilà, je crois que je vais arrêter mon propos sur ça et le débat nous permettra